Et ben voilà, l'enregistrement a commencé. Donc, bonjour à toutes et à tous. L'idée, hein, a été simple, hein. L'idée, c'était de faire un quiz sur l'ISO 27001, d'où, m'est venue cette idée. Je me présenterai un petit peu plus tard. En voyant un petit peu ce qui pouvait, tourner sur, internet, sur pas mal de posts, hein, parce que maintenant LinkedIn, entre autres, est une place d'expression, bienvenue effectivement, mais qui laisse aussi, comment dirais-je, place à des confusions ou, parfois des erreurs ou des malentendus, pro sur, des notions, des définitions. Et en ce qui me concerne, hein, pour l'ISO, je parlerai pas du reste. J'ai vu un peu tout et n'importe quoi et donc je me suis dit: «Tiens, mais, voyons voir, sondons un peu la place, avec ce questionnaire», pour savoir si les gens, maîtrisent le sujet, pour ceux que ça intéresse évidemment. Voilà. Et puis bon, l'idée c'est pas de faire le tri ou quoi que ce soit, hein, c'est au contraire de savoir, où on a pu éventuellement se tromper et comment rectifier le tir, parce que c'est le plus important en fait et c'est ce qui m'importe. Comment rectifier le tir et donc progresser, parce qu'un peu aussi l'esprit d'ailleurs de la 27001, hein, c'est de progresser, dans l'absolu, en gestion de la sécurité de l'information. Alors rapidement, je m'appelle Grégoire Belliot, je suis, consultant, hein, en cybersécurité depuis, 2011. J'ai commencé chez, HSC, un passage aussi chez Orange Cyberdéfense, qui s'appelait Atheos d'ailleurs à l'époque pour la parenthèse et enfin, Digital Security pendant, une plus longue période, toujours à faire du conseil, et donc j'ai cofondé avec monsieur François Dumay, Kedros Cybersécurité, donc un cabinet de conseil à taille humaine, en cybersécurité ou plus largement sécurité de l'information. Et entre autres, mes spécialités, si on peut parler ainsi, sont bah, la gouvernance, sans surprise, la gestion des risques, les audits, l'ISO 27001, j'espère un minimum, le HDS, hein, hébergement des données de santé, et la formation. Je suis formateur et nous sommes chez Kedros, organisme de formation. Voilà, pour la petite parenthèse. Alors, avant d'attaquer, le détail, des réponses, d'accord? Il y avait une quarantaine de questions, je crois. Ce qui peut vous intéresser, c'est de voir la répartition des notes. On a, 95 réponses, donc c'est assez, chouette, je trouve, hein, parce qu'il fallait quand même prendre le temps de se palucher les 40 questions, ce qui est un peu long. Heu, 95 réponses avec une distribution qui est principalement entre 20 et 30, 33-34. Hem, Pas plus de 35 et je crois que c'est qu'une personne qui a eu 35, donc félicitations à elle. Quand vous soumettiez le quiz, vous aviez vos réponses, et le score, enfin les réponses et le score. Voilà, donc bravo à la personne qui a eu, 35. Je vous demandais aussi au début d'estimer votre niveau, hem, de connaissance par rapport à la 27001. Justement pour voir un petit peu, bah, la distribution qu'on a là. Il y a aussi des gens qui, ne connaissent pas forcément la norme, d'accord? Et donc l'idée c'était, bah, voilà, d'avoir un découpage un peu plus fin comme on a ici. C'est-à-dire les gens qui s'estimaient entre 0 à 2 sur 10, hein. Hem, sur le justement c'est cette connaissance de la 27001, la note moyenne c'est 17,8 et c'est sur les 95, ça représente peut-être 15 ou 20 des réponses, d'accord? La plupart des gens qui ont répondu s'estimaient entre 6 et 10, pour faire simple. Les personnes qui ont de 3 à 5 ont une moyenne de 25,8. Donc 40 questions, vous étiez noté sur 40, hein, tout simplement, donc c'est au-dessus de la moyenne, donc en soi, c'est pas mal. Les personnes qui s'estimaient entre 6 et 8 sur la connaissance de la 27001, bah, ils ont une note moyenne qui est en fait assez similaire, hein, 25,8 ou 26,1, c'est quand même très proche. Et on a un peu plus, mais pas sensiblement plus non plus, une moyenne un peu plus élevée, pour les personnes qui s'estiment entre 9 et 10, hein. 10, c'est expert sur le sujet, c'est-à-dire, on vous lâche, chez un client ou dans un environnement, vous n'êtes pas obligé de faire de la prestation. Vous avez, les clés en main pour, monter, a amener un client, à la certification, ou faire de l'audit à la rigueur, hein, pourquoi pas? Il faut quand même connaître la norme quand on fait de l'audit. C'est mieux d'ailleurs d'avoir déjà implémenté dans sa vie pour mieux auditer, mais bon ça c'est une opinion. Voilà, mais vous êtes censé être expert et on se rend compte que et là c'est pas un jugement, hein, c'est factuel et puis c'est comme ça, les experts n'ont pas plus de 30 en moyenne,
Alors attention, il y a des gens qui ont 35, mais personne n'a eu plus de 35, donc ça déjà c'est intéressant. Alors il y a des questions, vous allez voir, qui, parfois sont un peu poussives ou, heu, voilà, vont assez loin dans le détail ou demandent une rigueur forte sur du vocabulaire, ce qui n'empêche pas dans les faits de quand même pouvoir avancer et d'être efficace dans ce qu'on fait, même si on n'a pas toujours ces points de précision. Mais, il y a aussi des confusions de vocabulaire qui entraînent et on le voit dans pas mal de j'allais dire de publications ou d'actions de communication. Le fait que les gens lorsqu'on met pas trop, les mots en face des bons concepts et ben, ça amène à des faux sens, des contresens et là, c'est un peu plus embêtant. Voilà, d'où l'idée de faire, ce quiz. Donc et ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le quiz et les résultats. Non, ça on verra plus tard. Alors, je vais vous partager ma fenêtre tout de suite. Voilà, donc là, on a les résultats. Normalement, ça s'affiche pour vous, sinon manifestez-vous. On a les résultats. On voit 97 réponses envoyées. J'ai laissé il y avait 2 réponses qui étaient, complètement vides. Donc j'ai laissé les entrées, je les ai pas comptées dans les graphiques de répartition que vous avez pu voir. Donc on est à 97 réponses soumises, mais 95, on va dire, réponses, exploitables. Voilà. Donc bon, les questions pour lesquelles il y a un peu l'unanimité, ou une forte majorité, on va pas s'y attarder, évidemment, on fera un petit rappel, mais ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Donc que décrit la norme ISO 27001? Ben, un système de management de la sécurité de l'information, 64. Ne vous faites pas avoir avec management de la sécurité des systèmes d'information. Ici, on traite vraiment de l'information au sens large. C'est sa définition, c'est comme ça, je dirais, bon, c'est très bien. Mais on s'intéresse là où il ne faut pas être confus. Parce que système d'information, il y en a qui voient justement tout le traitement de l'information, quel que soit son support, d'autres qui restent sur des choses techniques. On reste vraiment sur l'information au sens large du terme. Donc vous pourriez être un cabinet, je dirais à l'ancienne, à ne traiter qu'avec des classeurs papier et être certifié, en tout cas éligible, à une certification ISO 27001, sans utiliser la moindre ressource numérique. Peu probable aujourd'hui, mais théoriquement possible. Voilà. Bon, un petit peu de culture générale des normes qui gravitent autour de la 27001, hein. La 27005 décrit la gestion des risques en sécurité de l'information. Il n'y a pas eu de débat là-dessus, donc on va accélérer. Le SMSI respecte le principe de l'amélioration continue, 90 de vrai, c'est juste. On est vraiment dans là, on se chauffe là, d'accord? On s'échauffe plutôt. Voilà. Première question un petit peu plus, atypique. On dit de manière courante, comment décrit-on les limites d'un domaine d'application? Donc domaine d'application, si on veut utiliser un synonyme, on pourrait dire du périmètre, hein, du SMSI, même si la notion de périmètre n'est pas, définie, n'est pas décrite, dans la 27001, on parle de domaine d'application. Hem Et donc l'idée, c'est de dire: «OK, mais comment je vais écrire, comment je vais décrire mon périmètre, mes différents domaines d'application?» Et donc bien souvent, et c'est pour ça que là, il y a quand même plusieurs réponses possibles et on va s'appuyer plutôt sur de la statistique, donc on peut toujours débattre au sens où c'est pas écrit noir sur blanc dans la norme. Mais bien souvent, on essaye de déterminer le domaine d'application par des limites organisationnelles. Qui fait partie du périmètre, si je puis dire, de cette certification. Quel BU, quelle personne? Est-ce que c'est toute la société? Est-ce que c'est un département? Est-ce que c'est une partie du département avec une partie d'un autre, et cetera? Donc en termes d'organisation, d'accord? Des délimitations aussi physiques, de quel, bâtiment, de quel site on peut parler, d'accord? Donc physiquement parlant, quel data center? Est-ce que c'est le bâtiment qui est, sur le site de Lyon ou est-ce que c'est seulement le 7e étage du bâtiment qui est sur le site de Lyon? Et cetera. Voilà, même raisonnement. Et les limites en termes de système d'information, d'accord? Quelle techno? De quoi on parle? Quels actifs? Numériques, entre autres, d'accord? Quelle machine? Est-ce qu'on considère les postes de travail? Est-ce qu'on s'arrête qu'au data center? Enfin, est-ce qu'on ne s'en tient qu'au data center? Et cetera. Ça, c'est un découpage en 3 niveaux, d'accord, hein, 3 sous-parties. Hem, Parfois, l'organisationnel se découpe justement en organisationnel au sens organisation et après personnel, donc sur les personnes. Donc là, on en distingue un quatrième quelque part. Et si on réfléchit bien, si vous regardez le nouveau découpage de l'annexe A ou d'ISO 27002, on a 4 gros chapitres, c'est organisation, personnes, physique, technologique.
Tiens, donc on pouvait en mettre 4. Là, j'en ai proposé 3, parce que parfois, organisationnel et personnes se regroupent au même endroit. Je n'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, c'est comme ça. Par contre, parler de domaine d'application au sens légal, qui, j'en parle en premier parce que le légal a primé dans vos réponses par rapport au système d'information. D'accord, hein, 19 versus 17%. C'est un peu plus compliqué. On va pas dire: «Tiens, moi je considère que cette loi m'est applicable, mais pas celle-là, bah, non, pas le RGPD pour nous», bah, non, on choisit pas. Une loi, elle, si on est, concerné par la loi, par rapport à l'activité, par rapport au territoire, que sais-je, et ben, la loi s'applique, point, en fait. Donc ça n'avait pas trop de sens pour décrire le domaine d'application, si vous voulez. La vie privée, même concept, mais bon, 6, on va pas en tenir compte, et les limites, d'un domaine d'application en sécurité de l'information, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que justement, on va essayer de mettre en place cette sécurité, et il faut bien qu'on détermine un périmètre. Donc le périmètre ne peut pas se faire sur la base de la sécurité, ça n'a pas de sens. D'accord? Voilà, mais bon, dans l'ensemble, plutôt bien répondu quand même. Alors, autre question, je pense qui est typique, qui est pas grave, hein, dans les réponses, mais qui est intéressante. Quelles sont les activités de l'appréciation des risques? La 27001, elle vous demande d'avoir un processus, hein, d'appréciation des risques, et d'ailleurs, elle le définit un petit peu quand on le lit, entre les lignes. Enfin, c'est même pas entre les lignes, hein, c'est plutôt dans l'ordre, séquentiellement dans la norme. On vous dit qu'il va falloir identifier les risques, les analyser et les évaluer. Donc analyser les risques et apprécier les risques, ça montre bien déjà en lisant la norme, même si on ne sait pas ce que ça veut dire derrière, a priori, c'est pas la même chose. Sinon, on est dans quelque chose d'un peu fractal, ça devient compliqué là. Donc le 33 de réponse qui dit identifier, apprécier et traiter les risques, bah, c'est pas ça. C'est pas la bonne réponse de la définition de l'appréciation des risques, d'accord? L'identification, l'analyse et l'évaluation, c'est la bonne réponse, 31, et juste derrière, on avait identification, analyse et traitement. Donc, c'est une parenthèse, mais c'est quand même intéressant de faire l'effort de ne pas se tromper. Quand on dit: «On a fait notre analyse de risque», c'est qu'on a fait une sous-partie de l'appréciation, et donc si derrière, ça sous-entend pour vous que vous avez identifié les risques, vous avez mis des mots dessus, vous avez réussi à les qualifier, à les quantifier, à leur donner une certaine valeur, d'accord? À les valoriser quelque part, et ça vous permet ensuite de, bah, les mettre sur une grille pour pouvoir les prioriser les uns par rapport aux autres. D'accord? Et que derrière, en plus, vous avez décidé de les traiter, bah là, ce que je viens de décrire, c'est l'appréciation plus le traitement. Le traitement des risques ne fait pas partie de l'appréciation et encore moins de l'analyse. D'accord? Et donc, soyez vigilants, euh, parce que ces étapes, elles ont un vrai sens, un vrai raisonnement, je dirais, intellectuel, surtout quand on le fait. Et voilà, donc ne vous trompez pas sur les mots pour ceux qui pratiquent. Et puis l'analyse a un terme bien précis, déjà en français, classique, mais dans l'ISO, d'accord? L'analyse, ça va être justement ce côté, comment je vais valoriser, quantifier, donner un poids à ce risque, d'accord? Par rapport à tout un tas de critères et d'échelles que j'aurais définis, au préalable, d'accord? Et analyser un risque, c'est juste ça. Après, bah, il va falloir que je lui donne une vraie importance, et surtout par rapport aux autres risques, on est plus dans la partie évaluation, d'accord? Et derrière, j'en fais quelque chose, je le traite. Et là, je sors déjà de la phase d'appréciation des risques. Donc, on peut tout mélanger et à la fin s'en ressortir, mais c'est quand même confus. Si on a bien compris comment les étapes se faisaient, et là, c'est de l'ISO 27005 d'ailleurs, hein, bah, ce sera plus clair pour vous, ce sera plus clair pour tout le monde, et ça évitera beaucoup de confusion de termes où les gens mélangent les mots, et ce qui fait qu'à la fin, que ce soit pour un expert, mais aussi pour un client, on va pas comprendre. Voilà, donc que ce soit les gens qui communiquent sur le sujet ou les gens qui pratiquent, faites attention, au vocabulaire, c'est important. Voilà, vraiment. Bon, et au final, bah, là, pour une fois, la majorité n'avait pas, raison, si je puis dire. Donc, la bonne réponse, c'est identification, analyse et évaluation. OK, critères de sécurité de l'information, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de débat en voyant les réponses. L'intégrité, la dispo, la confidentialité, qui sont les 3, je dirais, essentiels, mandatory. On peut toujours en murmurer d'autres, traçabilité, auditabilité, très bien. Il y en a d'autres a priori qui vont, arriver avec des réglementations, mais aujourd'hui les 3 sont ceux-là. Sensibilité, bah, justement, ce qui est bien, c'est que ça veut tout et rien dire, donc bah, on va pas le retenir. La donnée perso n'est pas un critère. La sécurité, ben, si la sécurité est un critère de sécurité, on se rend compte, hein, que c'est un peu confusant de dire ça.
Et la sauvegarde, bon, c'était la cerise sur le gâteau. Bon, il y a quelqu'un qui a répondu là-dessus, mais c'est pas un critère, d'accord? Sauvegarde, éventuellement, c'est une réponse à un besoin, mais c'est pas un critère. Petite question sur l'audit. Alors, on a prévu de faire aussi un quiz sur l'audit de SMSI, mais aussi avec des notions d'audit général. Donc, bah, si ça vous intéresse de vous prêter à ce genre d'exercice, restez connectés, ça ne devrait pas tarder à tomber. Il faut juste que, bon, qu'on trouve un peu d'inspiration sur certains cas de figure et peut-être donner plus de cas pratiques. Mais est-ce qu'un audit interne peut se soustraire à un audit de certification? Non. Bien sûr, on ne parle pas de la même chose. La norme 27001, la seule chose qu'elle vous demande, c'est de faire un audit, en termes d'audit, j'entends, c'est de faire un audit interne. D'accord? Chapitre 9.2, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, c'est pas très grave. Voilà. Donc, l'audit interne, on doit le faire. Et si après, on veut être certifié, ben, le certificateur passera et fera son propre audit pour vérifier que on a mis en place un SMSI et entre autres qu'on a fait un audit interne d'ailleurs. Donc, ça montre bien que c'est pas la même chose. Ne mélangez pas audit interne et audit à blanc. D'accord? Parce que l'audit à blanc n'est pas défini dans la norme et le but, c'est souvent de représenter ou de simuler un audit plutôt de certification. Là où l'audit interne, c'est quand même vous qui le mandatez pour vous-même, c'est un peu sa définition, audit de première partie. Et le but, c'est de vous améliorer dans le cadre de votre SMSI. L'audit à blanc, c'est un entraînement à l'assertif. On peut parler des mêmes sujets, mais pas forcément. On peut représenter les résultats de la même manière qu'un audit interne, mais pas forcément non plus. Et donc, ne dites pas, bah, nous, on n'a fait qu'un audit à blanc, ça suffit, pas besoin d'autre audit, parce que ce serait une erreur. Voilà. La revue de direction peut se faire après l'audit de certification. Alors, question un peu maladroite, parce que forcément, la revue de direction, vous n'allez pas en faire qu'une dans votre vie. Donc, une fois que vous êtes certifié, qu'il y a le certificateur qui passe tous les ans, et que vous faites des revues de direction tous les ans aussi, ou plus d'ailleurs, c'est conseillé, et ben forcément, à un moment, la revue de direction va se faire après l'audit. Mais l'idée, c'est de dire, OK, je suis dans ma première phase, j'ai mis en place mon SMSI, enfin en tout cas, je suis dans une démarche de certification. Je dois faire ma revue de direction, bien sûr, avant le passage du certificateur. Puisque déjà, la revue de direction, c'est demandé, c'est exigé par la norme, c'est le 9.3, chapitre 9.3, et le certificateur va vérifier que vous avez tout mis en place, y compris le 9.3. Donc ne pas le faire, ce serait une erreur, vous prendriez une majeure d'ailleurs, tout simplement. Voilà. Bien sûr que la revue de direction va prendre compte des résultats des différents audits. Et d'ailleurs, c'est conseillé, lorsqu'on est dans le premier tour de roue, souvent le terme qu'on utilise, dans cette première phase de certif, c'est conseillé de la faire après l'audit interne, mais pas de certif. L'audit interne va faire son travail d'audit et va émettre des recommandations et faire état de non-conformité. La revue de direction va s'en servir pour arbitrer, peut-être prioriser certains sujets, etc. Elle ne tient pas compte uniquement des résultats de l'audit, elle va tenir compte de beaucoup de choses, mais entre autres des résultats de l'audit interne. Mais l'audit de certification, par contre, non. D'accord? Donc, elle se fait avant, 70% de bonnes réponses, c'est carré. Qu'est-ce qu'un actif? Vulgairement parlant, c'est tout ce qui a de la valeur pour l'entreprise, que ce soit par rapport à nos critères qu'on a pu se donner en DIC, dispo intégrité confidentialité, monétaire, juridique, peu importe le poids qu'on lui donne, mais dès qu'il a de l'importance à nos yeux, bah, on le considère comme un actif. Bon, la réponse était bonne, il n'y a pas débat. Le SMSI, on est vraiment dans une approche par les risques et pas par la conformité. Alors là où je suis assez surpris, c'est que bon, 90% de bonnes réponses, tout le monde a l'air, unanime. Et pourtant, je vois beaucoup de démarches où on dit, bah, pour le SMSI, on va prendre l'annexe A ou la 27002, puis on va tout déployer. Un peu de la même manière, à la façon un peu guide d'hygiène. C'est contradictoire avec le fait d'avoir une approche par les risques et de se concentrer sur les risques plus importants et de prioriser par rapport à ça. Et c'est pourtant ce que veut la norme. Alors pourquoi on fait comme ça? Aussi parce qu'il y a des certificateurs parfois qui ont ce prisme-là. Je prends la 27002, s'il y a un moindre truc qui n'est pas à état de l'art, je vous sanctionne, alors que c'était pourtant pas important pour l'entreprise. Eh ben, c'est pas normal, quelque part. Mais voilà, gardez bien en tête, oui, c'est l'approche par les risques, tout le monde le sait, mais raisonnons et appliquons en tant que tel, ne serait-ce que pour affiner les efforts et rechercher l'efficience. C'est l'auditeur de certification qui accorde ou refuse la certification à un organisme. C'est faux, 80% de bonnes réponses, on est en phase. L'auditeur de certification va passer et va émettre une recommandation.
avec un rapport accessoirement, qui sera regardé en commission par le certificateur, donc là l'organisme de certification, qui tiendra compte de la recommandation ou de la non-recommandation, du rapport, de tout un tas de choses aussi contextuelles sur l'entreprise, la réputation, etc. et décidera ou non de vous certifier. Voilà. Bon, vous étiez d'accord là-dessus, j'avance. La 27001 impose de respecter la règle SMART pour un indicateur. C'est faux, mais là par contre, alors 51, 48%, ça fait pas 100%, mais il est possible qu'il y ait des gens qui n'ont pas répondu tout simplement à cette question. C'est faux, et c'est vrai que c'est faux, si je puis dire. Par contre, il faudrait qu'il y ait moins de débats. C'est-à-dire souvent la 27001 n'impose rien en méthodo. Même déjà pour apprécier ses risques, elle dit qu'il faut un processus qui permettra d'apprécier ses risques avec quelques contraintes à l'intérieur, mais assez génériques quand même, hein. Elle vous dit pas respectez la 27005 ou elle vous dit pas faites une EBIO-CRM, ce serait encore pire, parce que c'est encore plus détaillé comme EBIO-CRM est une méthode. Non, elle impose pas de méthode. Donc la règle SMART, bien sûr, on peut en tenir compte et c'est pertinent, c'est intelligent de le faire, mais c'est pas imposé par la norme. Il faut bien faire la différence entre les deux. Si après ça vous est utile, utilisez-la, il y a aucun problème, hein. Le but, c'est pas de dire que la règle SMART ne sert à rien. Au contraire, mais c'était pas imposé par la norme. Je suis un petit peu surpris que ce soit aussi, serré dans les résultats, mais tant mieux quelque part. Voilà, c'est pas en aucun cas une obligation. La direction est responsable de la rédaction de la politique de sécurité de l'information. Alors ici, on joue sur les mots, c'est le côté responsabilité. Une politique, c'est un document souvent stratégique, donc management, donc direction. Est-ce que c'est la direction qui va tout écrire dedans? Il est probable que non, mais c'est la direction qui est responsable au sens accountable dans un RACI, le A par exemple, hein, du RACI, de sa bonne rédaction et de sa validité et de son existence, si vous voulez. Voilà, donc 55%, effectivement, la réponse est bonne, hein, on aurait eu bon en majorité, mais un petit peu serré quand même. Les mesures de l'annexe A doivent obligatoirement être déployées, bah, ça dépend notamment de l'appréciation des risques, c'est la bonne réponse, hein, on vous le dit dans le chapitre 6, qu'à un moment il va falloir quand même se pencher sur l'annexe A et sélectionner ce qu'on veut mettre ou non, et aussi préciser. Alors, on précise pourquoi on met en œuvre, bien sûr, mais on va aussi préciser ce qu'on ne retient pas de l'annexe A, ce qui sous-entend qu'on n'est pas obligé de tout mettre en œuvre. Voilà. Si vous avez des chapitres où vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas concerné, vous n'allez pas dire que vous allez vous appliquer quelque chose qui n'est pas applicable chez vous, mais seulement pour l'annexe. Les chapitres 4 à 10 de la norme, par contre, ne peuvent pas faire exception et doivent être respectés et appliqués et mis en œuvre. Bon, ici, c'était rapide aussi. Qu'est-ce qui n'est pas un avantage de mettre en œuvre un SMSI? C'était pour faire une petite pause cérébrale. Le but de mettre en œuvre un système de management de la sécurité de l'information, c'est a priori de ne pas s'exposer à plus de risques ou les augmenter, hein. Au contraire, c'est plutôt de les encadrer et les contrôler. D'accord? Attention avec le terme contrôle, on y reviendra un peu plus tard. Mais par exemple, l'annexe A, c'est pas un ensemble de contrôles. Contrôle en français, sauf si on dit on contrôle un risque, mais si on dit juste je vais contrôler une activité, par exemple, ou des mesures, c'est que je vais vérifier qu'elles sont bien mises en œuvre. Et là, c'est pas pareil. En anglais, security control, pour dire, c'est des mesures pour contrôler le risque, quelque part. Ce qu'on nous on appelle en français mesures de sécurité, c'est la traduction qui a été trouvée, qui est assez pertinente, mais c'est pas un contrôle au sens une vérif. Et je vois aussi beaucoup de confusion, que ce soit chez des clients, dans les publications, par des cabinets d'experts ou autres, où ils vont surtout chercher des indicateurs et des vérifs, alors que le but de l'annexe A et de ces mesures, ou de la 27002 si vous préférez, c'est de déployer des mesures pour réduire, a priori, en tout cas, garder un certain contrôle justement sur les risques qu'on a pu identifier. Donc attention avec ce terme contrôle qui apporte beaucoup de confusion. Voilà. Bon, en attendant, cette question-là en particulier était facile. Un audit de seconde partie est un audit externe. Vrai. C'est la différence entre donc l'audit interne, l'audit externe. L'audit interne, c'est moi qui le fais pour mon propre compte. D'accord? Donc dans le but de m'améliorer. L'audit externe, c'est quelqu'un d'autre qui le fait chez moi.
ou moi qui le fais chez quelqu'un d'autre. Je suis client d'une société, j'ai des doutes sur la prestation, j'ai une clause d'audit, je la sélectionne, d'accord? Je la fais jouer. Bah là, le client en question subit l'audit. C'est pas lui qui l'a demandé, c'est un audit externe. Et seconde partie, c'est un cas particulier d'audit externe où justement on est dans de la relation souvent contractuelle, client-fournisseur. Et tierce partie, qui est aussi un audit externe, c'est lorsque c'est une relation qui est plutôt désintéressée, comme un certificateur ou une autorité qui vient vous contrôler. Voilà, pour les définitions, la réponse était bonne. La propriété d'exactitude et de complétude d'une donnée représente quelle notion? L'intégrité. Oui, bon, c'est une définition, vous aviez bon, on va accélérer. Un risque peut être l'expression d'une menace sans vulnérabilité associée. Alors ça, c'est intéressant. Ça s'est joué de peu. La réponse est bonne. C'est effectivement faux et pendant longtemps, ça basculait de l'un à l'autre, hein. J'ai suivi un peu les résultats. Hem, si j'ai pas si j'ai des menaces dans mon environnement, mais elles ont pas de vulnérabilité, pardon, à exploiter, bah, a priori, je ne vais pas avoir de scénario d'incident. D'accord? Le jour où elles exploitent la vulnérabilité, j'ai un incident. Le but, c'est de l'anticiper et donc de gérer ce risque. D'accord? Cependant, ça m'empêche pas de considérer la menace pour être parce que si mon contexte change à un moment donné, je change de techno, je change d'environnement, voilà, d'autres vulnérabilités apparaissent forcément en conséquence, ben, peut-être qu'elles sont exploitables par cette menace. Donc cette menace, on la surveille, mais tant qu'elle n'a pas une vulnérabilité à exploiter, il n'y a pas de risque à proprement parler par définition. Voilà, donc la réponse est effectivement faux. Pour établir votre contexte dans le chapitre 4, est-ce qu'il faut faire une analyse de peste ou pestel ou une SWOT? La réponse c'est non, effectivement. Est-ce que c'est utile? Ça dépendra pour qui. Est-ce que ça peut servir? Oui, certainement, évidemment. Voilà, mais dans la 27001, quand vous la lisez, on ne vous dit pas, un petit peu pareil, même raisonnement que pour la méthode SMART, hein, pour les indicateurs, ça ne vous dit pas de respecter telle méthode. On vous dit par contre qu'il faut connaître votre contexte, les enjeux de la société, les attentes aussi des parties intéressées. C'est très important ce point-là. C'est vraiment ce qui détermine la pertinence du SMSI et la priorisation après des risques. Euh, voilà, mais pas d'analyse soit toute peste d'obligatoire. 3 niveaux de comité, pareil, rien d'écrit dans la 27001, donc là, bonne pratique, hein, définie dans la question, c'est pas une obligation. Et si possible, dans le bon ordre, et ben, on commence par le stratégique, effectivement, donc ce qui relève de la direction et des choix qu'elle va faire. Ensuite, ce qui relève du pilotage, donc plus projet, d'accord. La vie, en fait, hein, les affaires courantes du SMSI, quelque part. Et à la fin, opérationnel, donc des chantiers qui peuvent être plus techniques ou plus détaillés. Raisonner comme ça vous permettra d'avoir des tableaux de bord aussi en suivant ces mêmes strates, parce qu'évidemment que côté opérationnel, si on doit faire le suivi du patch management sur le parc et puis aller à la chasse aux anomalies, faire de l'intervention de proximité si jamais il y a des machines qui ne sont pas patchées, on ne sait pas pourquoi, etc. Le détail qu'on va avoir et le suivi, bah, ce n'est pas le même qu'on va présenter à la direction. La direction, il y aura une synthèse de tout ça. D'accord? Éventuellement, si ça porte blocage, s'il y a s'il y a des arbitrages à avoir. Parce que si tout va bien et que ça suit le processus courant en fait, de gestion du patch management, il n'y a même pas besoin de le remonter, si ce n'est que notifier qu'il est performant, pourquoi pas. Voilà, donc on ne parlera pas des mêmes indicateurs derrière, on ne parle pas des mêmes sujets, on sépare en strates, c'est de bonne pratique, vous avez bien répondu, on accélère. CMMI, donc l'échelle de maturité multiniveau, hein, en quoi ça peut être utile? Une analyse d'écart. Parce qu'en écart, on peut évaluer la maturité des processus de l'entreprise et donc mettre un score de 0 à 5, très bien. En audit interne, beaucoup moins, mais c'est ce que vous avez retranscrit. En audit de certification, encore moins. Je dirais oui, c'est à peu près pareil pour les deux au final. L'audit, on va parler de conformité. C'est conforme ou c'est pas conforme? C'est pas, «Ah oui, mais vous êtes mature à 3 sur 5». Bah, je suis conforme ou je suis pas conforme, en fait? Quel est l'attendu? D'accord? Donc bien sûr, le but d'un SMSI, c'est d'être mature et de progresser à travers le temps. Mais le but d'un audit, c'est de vérifier que vous êtes conforme à un référentiel, on appelle même des critères, hein, d'ailleurs d'audit, hem, pour que justement on puisse savoir si, le critère est satisfait ou non. D'accord?
Voilà, quand on est dans une échelle multiniveau où ça dépend, et cetera, bah, cette opinion, elle est importante aussi, attention, hein, mais c'est juste, on n'est pas dans de l'audit et donc c'est plus, bah, analyse d'écart, c'est un terme qui s'y prête bien. Une autre étude, hein, tout simplement, étude de maturité, c'était pas proposé. Donc l'analyse d'écart s'y prête bien. Il est obligatoire d'être conforme à la 27005 pour respecter les chapitres propres à la gestion des risques, hein, de la 27001, non. La 27001 se débrouille toute seule. La 27001, si elle a des exigences, elle le rappelle dans son corps d'exigence, elle est autoporteuse, d'accord? Donc effectivement, la réponse est faux. Par contre, ce que demande la 27001, notamment sur son processus d'appréciation des risques et de traitement, d'accord? Parce que le traitement ne fait pas partie de l'appréciation, mais ça maintenant tout le monde l'a compris. Hem Et décrit, donc ces notions-là sont décrites plus en détail dans la 27005, hein, qui décrit la gestion des risques en général et sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour décrire une méthode, hein, ce qui a été fait pour Méhari et BioCRM, Octave, on ne va pas toutes les faire. Hem, voilà. Donc la 27005 va plus loin d'ailleurs, hein, et s'il y a une chose intéressante aussi à retenir dans cette norme, c'est ses annexes qui sont très bien d'ailleurs pour un peu s'outiller. Cependant, pour revenir au sujet, la réponse c'est faux. La 27001 ne dépend que d'elle-même. S'il y a des chapitres qui sont intéressants ou utiles, elle les rappellera dans son corps d'exigence. Ce sont les propriétaires de risque qui valident les options de traitement des risques? Oui, a priori. Ce sont ceux qui vont être accountable, hein, souvenez-vous, on vient d'en parler. Ce sont aussi ceux qui vont mettre du budget pour réduire, en tout cas gérer, encadrer ces risques, d'accord? Et donc, on va le voir plus tard, mais on peut en parler maintenant. Je suis propriétaire des risques. Je valide l'option de traitement, mais aussi au regard du risque résiduel, c'est-à-dire de la cible. Si on me demande 200 000 euros pour réduire un risque, mais en mettant moitié moins, je le réduis quasiment autant, ben j'ai besoin de le savoir. Donc il faut que je connaisse la cible pour que je sache si le budget que j'ai mis en place, le budget, les choix, les risques, les décisions, peu importe, que je vais prendre, soit aligné avec ce que je souhaite obtenir. Ça, c'est très important. Vous faites valider l'option de traitement en vous disant: «Cool, je suis conforme à la norme», mais il n'y a pas pour les propriétaires des risques qui sont là, qui ont validé la cible, bah, quelque part, ils savent pas où ils vont, en fait. OK, j'ai mis du budget, OK, j'ai décidé de faire ça, mais ça m'emmène où? Bah, si vous dites pas où ça emmène, vous naviguez à vue, c'est pas du tout l'esprit d'une 27001 et la 27001 d'ailleurs impose, hein, de valider aussi ce risque résiduel, enfin en face du plan de traitement, du choix du traitement. Voilà, bon, vous avez répondu bon. L'ISO 27001 impose 4 options de traitement: refus, réduction, maintien ou partage, ou des synonymes selon, les, crèmeries. C'est faux. C'est faux, la 27001 vous dit qu'il faudra traiter le risque, elle vous dit pas quelles options mettre en œuvre. Alors après, quand on a de la bouteille et quand on lit justement, les normes de gestion des risques ou les méthodos, on voit que souvent il y en a 4 qui sont les 4 décrites ici, bien sûr. Mais la 27001 ne dit pas qu'il faut soit réduire, soit maintenir, soit partager, soit, refuser. Voilà. Donc vous pourriez très bien, en sélectionner que 3 sur les 4 ou écrire autre chose, vous avez le droit tant que c'est cohérent et que ça amène à des résultats, effectivement, cohérents également. Voilà. Bon, c'est pas très très grave, mais sachez-le. La DDA, donc déclaration d'applicabilité, impose la justification uniquement pour la sélection des mesures. C'est faux, c'est aussi pour la non-sélection des mesures, heu, en tout cas au moins de l'annexe A. Voilà. La montée en compétence des personnes ayant une incidence sur les perfs du SMSI implique nécessairement une activité de formation. Vous avez répondu vrai. C'est marqué dans la norme que l'action de formation est un moyen d'y répondre, mais ça peut être aussi le fait d'avoir un mentor ou une expérience appropriée qui vous fasse monter en compétence, etc. Donc la réponse, c'est faux, justement. Attention. On n'est pas obligé de faire de la formation pour monter en compétence. Et donc, si vous faites de l'audit et que quand vous faites des audits internes ou certifs pour répondre à cette exigence de la norme qui est au chapitre 7, vous dites: «Ah bah, du coup, je veux voir le plan de formation, il n'y a pas de gens en formation, non-conformité». Si vous ne vérifiez que ça, vous faites preuve de négligence en tant qu'auditeur ou auditrice. D'accord? C'est une erreur. Voilà, donc il faut le savoir. Parce qu'on peut très bien avoir, des personnes qui sont tout à fait qualifiées sur le sujet, et qui
peuvent être d'ailleurs des leaders sur le marché ou autres qui font partie de l'entreprise sur lesquels vous pouvez vous appuyer, quelqu'un de plus senior, quelqu'un, peu importe. Après, il faut être capable de démontrer que oui, il y a un encadrement, etc. Attention, hein, ça se fait pas juste comme ça en disant ah mais un tel il sait faire, machin il le suit, c'est bon, c'est réglé. Non, non. Mais la formation à elle seule ne suffit pas. Enfin, en tout cas, attention, c'est pas le seul moyen plutôt. Ça peut suffire, mais c'est pas le seul moyen. Et la question c'était est-ce que c'est le seul moyen? Bah, la réponse c'est non. Donc attention, ici c'est faux. Est-ce qu'on étudie les mêmes indicateurs en comité opérationnel qu'en comité de direction? Vous êtes tous d'accord là-dessus, j'en ai parlé tout à l'heure. La 27001 explicite les activités, processus ou mesures devant être détaillées, enfin devraient être surveillées pardon, et mesurées. Non, la 27001 vous dira que bah, justement, en fonction des risques et de l'importance des activités, vous renforcerez ces moyens de mesure et de surveillance. Voilà, donc ça ne dit pas quel processus. Elle vous encourage à travailler en process, mais elle n'a pas demandé, elle ne décrit pas de process. Elle vous encourage à travailler en processus. Un même processus peut être décrit en fait de deux manières différentes, donc ce sera en fait deux process, hein, dans deux boîtes différentes. Il y a des attendus, d'accord? Il y a des contraintes, il y a des obligations. Mais sur le moyen, que ce soit la méthode ou le process, vous êtes libre. Voilà. Donc, bon, ici 50 versus 49, hein, c'est du 50-50 pour peu qu'il y ait quelqu'un qui ait répondu blanc à un moment. Mais la réponse, c'est non. Elle n'explicite pas. Donc, vous aviez répondu juste, mais enfin, ça se jouait à un pouillème. Un audit de certification est un audit de tierce partie, très bien, on vient de le dire. Alors, ici, il faut que je reprenne l'intitulé parce que ça déborde un peu. En audit de certification, une fois le rapport remis et après soumission des plans d'action correctifs par l'audité, le fait que l'auditeur fasse une visite préalable pour vérifier les plans d'action entraîne nécessairement un retrait ou une suspension de la certification. Vous avez dit faux. Le fait qu'il y ait un suivi d'audit n'entraîne pas le retrait de la certification. C'est ce qui résultera de ce suivi. Si l'auditeur a décidé de repasser parce qu'il n'avait pas confiance quelque part ou qu'il avait encore des doutes et que quand il repasse, c'est raccord, eh ben, tout va bien. Voilà. En tout cas, il y a plusieurs cas de figure, c'est pas systématique, donc la réponse est fausse. Enfin, votre réponse est vraie, la réponse à la question, c'est faux, hem et vous étiez plutôt majoritaire là-dessus, enfin, plus que majoritaire. Le périmètre doit nécessairement être indiqué dans le certificat ISO 27001 d'une entreprise. Oui, en version simplifiée, on n'est pas obligé de décrire les différents domaines d'application et leurs limites, mais il faut au moins préciser sur l'activité d'hébergement, d'hosting, de cloud management, de solutions en SaaS, peu importe. Vous avez répondu juste. Petit rappel, parce que je vois pas mal de com aussi public. Si vous dites que vous êtes l'entreprise pardon est certifiée ISO 27001 en communication comme ça sur LinkedIn ou sur un blog ou autre, rappelez le périmètre, rappelez le certificateur. Voilà. Et n'utilisez pas le logo de l'ISO. Utilisez normalement les logos mis à disposition par le certificateur, hein, qui souvent fournit une charte graphique, enfin c'est pas le terme, mais voilà, un kit de com si vous préférez, pour préciser comment on peut et on doit surtout utiliser le logo et l'ISO dans tous les cas vous interdit d'utiliser le sien. Donc faites attention à ça. Parenthèse fermée, les propriétaires de risques doivent-ils simplement valider les traitements des risques? Alors justement, c'était ce que je disais tout à l'heure, bah, non, j'ai essayé d'appeler la réponse parce que dit comme ça, on peut pas toujours deviner. Mais voilà, on le fait soit au regard de la déclaration d'applicabilité, non, ça se fait pas par rapport à ça. La déclaration d'applicabilité, c'est presque la résultante, hein, de cette réflexion. Il y avait quoi d'autre comme réponse? Il y avait juste oui, on s'en tient là. Mais non, justement, on doit aussi faire ça au regard du risque résiduel, de la cible dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Bon, vous aviez répondu juste. Faut-il nécessairement effectuer une appréciation des risques avec la méthode EBIO-CRM pour être conforme à l'ISO 27001? Alors on avait dit quoi? On avait dit, bah, non, ou alors oui, quel que soit le territoire, ça c'est assez cocasse. Oui, mais seulement sur le territoire français, hein, EBIO-CRM, ça a été fait avec, l'ANSSI et aussi le club EBIOS, si je dis pas de bêtises, ne m'en voulez pas sinon. Hem, ou oui, mais seulement sur le territoire français. Bon, aujourd'hui, pour une conformité à la 27001 et même d'autres référentiels, mais on va rester sur la 27001, vous n'êtes pas tenu de faire une EBIO-CRM. D'accord? C'est la méthode un peu phare du moment. Elle a plein d'avantages. Elle a aussi des inconvénients, hein, attention, elle se concentre sur le risque numérique intentionnel.
La 27001 vous demande de gérer vos risques, qu'ils soient intentionnels, accidentels, environnementaux. Donc, est-ce que BioCRM répond à tous ces critères? Je vous laisse répondre et en répondre devant l'auditeur de certif, pour peu qu'il le sache également. Mais en tout cas, on n'est pas tenu. La méthode, comme pour Smart, comme pour faire une pestel, une SWOT, etc., la 27001 vous laisse vous débrouiller. Elle donne l'attendu. L'attendu là-dessus, c'est apprécier vos risques, traitez-les et derrière faites une petite DDA par la même occasion, mais appréciez vos risques et traitez-les avec un process qui permettra je vais y arriver, que ce soit reproductible, excusez-moi. Euh, voilà, donc si BioCRM permet ça, utilisez-la, mais attention, d'accord? Il y a d'autres méthodes. La 27005 n'est pas une méthode, mais elle décrit comment gérer ses risques et on peut facilement deviner ou en écrire une méthode. À vous de voir ce qui est le plus pratique. J'ai pas d'avis, en tout cas, sur ce meeting. Voilà, donc la réponse est non. Doit-on être certifié 27001 lead auditeur pour faire l'audit interne? Non. Est-ce que c'est mieux? Bah, ça dépendra à chacun d'en juger, hein. Vous pouvez tomber sur des personnes très seniors qui ne sont pas certifiées, qui sont très pertinentes. En attendant, cette certification existe, elle a le mérite d'encadrer quand même l'activité. Ça peut être un plus, mais c'est en aucun cas une obligation, bien évidemment. Vous avez répondu correctement. Bah, on revient dans le sujet de l'analyse de risque, hein. Est-ce que l'analyse de risque est une composante de l'appréciation des risques? Bah, maintenant, vous savez répondre. L'appréciation des risques est décomposée en trois sous-process, sous-activités. L'identification, l'analyse et l'évaluation. Donc l'analyse est une composante de l'appréciation des risques, c'est juste, 36%. D'accord. Et c'est là que bah, justement c'est un peu moins partagé que pour la question d'avant, donc un peu confusant. Mais voilà, sachez-le. Donc là, 47% qui dit faux, c'est l'inverse, raté. Voilà. L'appréciation des risques, c'est le process global qui ne tient pas compte du traitement. Donc déjà, quand on dit on a fait une appréciation des risques, par exemple pour notre client ou sur notre périmètre, si vous englobez la notion de traitement à l'intérieur, rigoureusement parlant, c'est faux. On sépare les deux procédés. Il y a des personnes qui vont apprécier et d'autres qui vont traiter et choisir les options de traitement d'ailleurs. C'est deux choses différentes. Alors ça peut être suivi par la même personne, attention, aucun problème, hein, mais il faut quand même séparer les activités, ça a du sens. Et donc cette confusion, je dirais pas qu'elle m'inquiète, mais elle est représentative des non-sens que je peux constater aujourd'hui. Voilà. La découverte d'une non-conformité majeure entraîne immédiatement la perte ou la non-obtention de la certification. Vous avez répondu faux, ce qui est juste. Ça dépendra justement peut-être du suivi d'audit qui vous laissera l'occasion de proposer des plans d'action. Si c'est une majeure, il y aura peut-être quand même une vérification sur site ou à distance d'ailleurs. Si c'est la production d'un doc obligatoire qu'on a oublié, on n'a pas fait la DDA. Bon, ça met mal quand même, mais ça peut se faire assez rapidement si tout ce qui a été fait côté risque et tout est propre. Pourquoi pas? Voilà, en quelques jours, vous la pondez et puis vous la proposez. OK. Bon, c'est un peu bizarre quand même, mais admettons. On n'a pas de politique de sécurité de l'information, encore plus grave. Parce que bon, c'est le chapitre 5 et puis bon, sans politique, on n'a pas de direction, d'orientation vers laquelle avancer, donc ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait. C'est encore plus inquiétant. Vous avez répondu juste. Chaque mesure de l'annexe A doit faire l'objet d'une procédure et d'un indicateur. Hein, on vous dit d'ailleurs hein, que vous devez documenter en fonction des activités et de l'importance des activités. On vous dit parfois il faut avoir des procédures d'exploitation, mais on ne vous dit pas forcément lesquelles. Alors parfois dans la mesure c'est marqué tel quel, hein, que ça doit faire l'objet d'une description ou d'une procédure, mais pas toujours. Alors l'idée bien sûr c'est de tendre vers quelque chose de mature, donc d'avoir au moins un petit truc d'écrit, de rédigé quelque part, si ça sert à rien, autant ne pas le faire, hein. Mais c'est pas une obligation. Et qu'est-ce qui fait qu'on va décrire des choses, décrire certaines mesures et pas d'autres? Ben, c'est cette notion d'importance relative, c'est cette notion de risque, et c'est cette notion de protection des actifs essentiels. On va se concentrer sur les activités importantes de l'entreprise, on détaillera le reste ensuite. Ben, ça déjà, c'est être conforme. D'accord? Donc c'est pas une obligation, 57% de réponses justes. L'annexe A définit un ensemble de contrôles à mettre en œuvre dans le cadre du SMSI. Alors j'ai été vache parce qu'en lisant vite, je me ferai peut-être avoir aussi. Mais attention, l'annexe A, ce ne sont pas des contrôles à mettre en œuvre. Ce sont des mesures de sécurité. Me dites pas c'est la même chose parce que ça n'est pas la même chose, rigoureusement parlant. D'accord? Le contrôle, c'est une vérif. Les mesures de sécurité, ce sont des actions, procédures, process, hein, activités à mettre en place pour soit réduire des risques, soit améliorer le niveau global de sécu, donc on pourrait dire réduire les risques aussi, d'accord, si vous voulez.
donner une meilleure visibilité sur la gouvernance, justement, cyber ou sécurité de l'information, si on veut être précis. Mais c'est pas forcément un contrôle. Et d'ailleurs, chaque mesure pourra, pas forcément toutes, faire l'objet de contrôle. Pareil, avec cette notion d'importance relative, c'est important de l'avoir en tête. Donc, elle pourra faire l'objet de contrôle, mais ça veut bien dire que la mesure, c'est pas un contrôle puisqu'on va la contrôler. Alors, on peut dire il y a du contrôle de contrôle, oui, mais pour le coup ici, non. On met en place des actions et quand vous lisez d'ailleurs les mesures de sécurité, ce ne sont pas des contrôles, ce sont vraiment des dispositifs à mettre en place pour réduire vos risques ou ce que je viens de dire tout à l'heure. Et derrière, on va vous demander, bah, OK, comment vous faites pour vérifier que c'est efficace, que c'est pertinent? Ah, je vais contrôler, je vais mettre en place un indicateur ou autre chose. Très bien, d'accord. Là, vous contrôlez. Mais mettre en place ces mesures, ça n'est pas mettre en place des contrôles. Voilà, donc attention à ce non-sens. Je pense qu'ici, dans ce confo, il y a la moitié qui se sont juste dit, bah, c'est des choses à mettre en œuvre dans le cadre du SMSI, des mesures, et d'autres qui ont vraiment le terme contrôle. Je vois des gens communiquer, et des gens qui peuvent avoir de l'influence, hein, communiquer en parlant de contrôle, ça devrait pas. On ne devrait pas utiliser ce terme-là. Voilà. Si le poste de RSSI existe, c'est à lui que revient le pilotage du SMSI. C'est faux. Ça dépend. Il existe, mais il y a peut-être des gens plus pertinents, plus qualifiés. Voilà, est-ce qu'on a des gestionnaires de risque? Est-ce qu'on a des gestionnaires de projets? Qui est le plus légitime là-dedans? Bah, c'est dur de répondre, ça dépend, bah, justement, ça dépend. Donc, c'est pas une obligation. Il y aura un responsable SMSI, hein, la norme, demande d'ailleurs, à ce qu'il y ait un ou plusieurs, d'ailleurs. Mais bien sûr que le RSSI peut être, pertinent, ça, il y a aucun débat là-dessus. Mais c'est pas forcément une obligation de passer par lui ou par elle, pour piloter tout ça. Voilà. Je dois tenir compte des attentes de mes parties intéressées pour définir mes objectifs de sécurité. Oui, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est bien, mais aussi du coup pour driver. Donc si j'ai défini mes objectifs de sécurité, le fait de ne pas atteindre mes objectifs, l'incertitude sur l'atteinte des objectifs, c'est la définition du risque. Et donc ça veut dire que toutes les actions que je fais derrière, de mesures de sécurité que je mets en place, à l'état de l'art pour certaines, beaucoup moins pour d'autres, etc. Ce qui me permet de justifier à un auditeur ou une auditrice de dire ça, j'ai pas mis beaucoup d'efforts parce que c'est pas important pour moi. Bah, qu'est-ce qui fait que c'est pas important pour moi? C'est mes objectifs de sécurité. Et donc dedans, il y a des attentes de parties intéressées. D'accord? Et théoriquement, un auditeur, s'il voit une mesure qui n'est pas à l'état de l'art, mais que vous êtes capable de justifier que bah, il n'y avait pas besoin par rapport à ça, ne peut rien dire. Par contre, s'il voit une mesure et que il se rend compte qu'elle n'est pas, à l'état de l'art, c'est un peu poussif, mais qu'elle n'est pas très avancée, pas très mature et que vous avez décidé de le faire sciemment, alors que pourtant, elle aurait été nécessaire tenant compte de vos objectifs et des attentes de parties intéressées, là, on discute parce que là, il y a un vrai problème. Voilà, mais cette notion de conformité, non-conformité et cetera, c'est pas, juste, je prends un référentiel et je l'applique, mesure par mesure, je cherche l'état de l'art. Non, ça se fait au regard de cette importance relative qui se fait sur le risque. Le risque qui se fait par rapport à quoi? À mes objectifs de sécurité dans lesquels je tiens compte des attentes de différentes parties intéressées. D'accord? Ça peut être des clients, l'actionnaire, et cetera. OK? Voilà. Et ben, on a fini. On a fini. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer là-dessus? Non, pas spécialement. En tout cas, voilà, ce qui était intéressant, je vais rebasculer ma présentation. Hop. Et si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les écrire, dans les questions-réponses. Alors il y a des choses, on peut dire: «OK, on chipote sur le vocabulaire, dans l'esprit, on avait compris». Certes, mais considérez et là c'est pour vous, c'est pour ça que, je n'ai retenu dans le quiz aucun nom, prénom, aucun le but c'est pas de pointer du doigt ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous. C'est intéressant de jouer les jeux et de se dire: «Moi je m'estime à 8 ou 9 ou 10 sur, l'ISO, 27001» et derrière d'avoir votre score. Parce que l'attendu et voyez ça comme, un axe d'amélioration et on peut toujours progresser, de mon côté, j'ai plein de choses à apprendre aussi sur l'ISO. C'est typiquement une norme, plus on la relit, plus on redécouvre des choses, hein. Ça, c'est assez intéressant. Mais justement, positionnez-vous. Est-ce que du coup, si vous avez un score de 30, c'est que vous êtes vraiment à 10 sur la connaissance de l'ISO? Ou c'est que vous aviez compris les grands principes, mais ça mérite peut-être un peu plus de rigueur aujourd'hui et dans ces cas-là, c'est peut-être intéressant de faire l'effort?
etc. Voilà, c'est vraiment à ça. Et si vous êtes à 3-4 et qu'en fait vous avez un score de 30 aussi, bah, c'est peut-être que vous en savez plus que ce que vous ne pensez. Vous manquez peut-être de pratique, mais vous connaissez des choses et donc ça veut dire que peut-être que si vous voulez basculer sur ce genre d'activité, ben, la marche sera peut-être moins haute que ce que vous ne pensiez. Voilà, ce qui est toujours intéressant, c'est le but de Squeeze, hein, c'est pas de dire, les gens sont bons, les gens sont nuls, on peut aussi d'ailleurs, remettre en cause certaines des questions que j'ai pu mettre et cetera et je peux en débattre sans enfin, je peux en discuter sans aucun problème, hein. Ce quiz, peut et doit d'ailleurs s'améliorer, mais ça faisait une première base, d'accord? Un premier pied à l'étrier pour se jauger et j'espère que ça vous sera utile. Dans tous les cas, si ça vous intéresse, donc Kedros Cybersécurité, on est un cabinet de conseil et de formation. On forme sur la 27001, sans surprise, d'accord? Que ce soit implémenteur, auditeur, risk manager sur la 27005, on fait aussi d'autres choses. Je vous invite, hein, le but c'est pas non plus de faire une page de pub, mais je vous invite à aller consulter notre LinkedIn ou notre site web pour en savoir plus si ça vous intéresse. En tout cas pour ma part, donc je vais encore laisser, quelques instants si vous avez des questions. Pour l'instant, pas de questions particulières ou de désaccord, hein, sur une réponse. Et puis sinon, on clôturera ce petit webinaire dont le replay d'ailleurs sera, disponible. Je le mettrai en ligne, je trouverai un moyen de le faire. C'était une première en tout cas. Merci. Pas de questions? Bah, j'espère que du coup que c'est parce que c'était clair et que vous êtes en phase avec les réponses qui ont été partagées. Sinon, bah, vous avez les coordonnées, hein, vous nous trouverez facilement avec une recherche sur LinkedIn, sur le site web. Certains nous connaissent directement. N'hésitez pas à nous contacter ou me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Refaites le quiz si ça vous fait plaisir. Pour vous entraîner, sans tenir compte des réponses qu'on a pu voir, hein. Et puis, à bientôt pour le quiz sur l'audit et il y aura sûrement d'autres démarches du même style, un petit peu en petit, apprentissage, e-learning, rapide. Voilà, très bonne journée et à bientôt. Merci en tout cas.